Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 15 novembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec du sport, direction Stade Général Sénékountié, où le MENA national a reçu l'équipe de la Djibouti dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et cette rencontre vient de prendre fin il y a quelques instants avec la victoire du Niger sur un score fleuve de 7 buts à 2. C'était cet après-midi, donc dit au Stade Général Sénékountié, une victoire du MENA qui vient ainsi réconforter les supporters qui étaient au stade cet après-midi. Je vous propose de suivre juste la réaction à chaud du sélectionneur de l'équipe nationale du Niger, Jean-Michel Cavalli. Je le disais, du sport dans cette édition, le MENA national du Niger a sérieusement battu l'équipe de la Djibouti cet après-midi. Le match vient de prendre fin il y a quelques instants au Stade Général Sénékountié. Une rencontre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Niger a battu donc son adversaire du jour sur un score de 7 buts à 2. Sous donc aux grandes dames des supporters qui ont fait le déplacement cet après-midi au Stade Général Sénékountié. Je propose de suivre à présent la réaction à chaud du sélectionneur du Niger, Jean-Michel Cavalli. Le temps donc de revenir sur sur ce match de cet après-midi, direction Palais de Congrès. Première journée des travaux du 4e congrès ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse UPJ, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Ainsi, du 15 au 16 novembre 2021, les jeunes africains venus de 55 États de l'Union africaine vont suivre plusieurs conférences qui porteront sur les thèmes relatifs donc à la jeunesse. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de ces assises avec Ismaël Moumouni et Sadouloumi. C'est dans une salle pleine à craquer que se tiennent les assises de la 4e session ordinaire de l'Union panafricaine de la jeunesse UPJ. Cette dernière a vu le jour grâce au mouvement panafricain de la jeunesse, MPJ, créé en 1962. Partenaire de cet événement, le gouverneur de la région de Niamey, le président du Forum de la jeunesse de la coopération islamique, le président directeur général de l'ICESCO et les représentants de l'UNICEF ont salué l'organisation des assises dont le thème porte sur le rôle de l'Union panafricaine de la jeunesse dans l'atteinte de l'agenda 2063 et l'entrepreneuriat des jeunes dans le contexte de la Covid-19. Un thème qui a tout son sens dans le contexte actuel, comme l'explique le président de l'UPJ. Il me plaît de rappeler que cet agenda est le schéma directeur visant à transformer l'Afrique à une puissance mondiale à l'horizon 2063. C'est le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. Il s'agit pour le continent dans les 50 années à venir de revoir et d'adapter son programme de développement en raison des politiques structurelles. Je reste convaincu que lorsque nous mettons nos talents et notre savoir-faire, la jeunesse que nous construisons aujourd'hui arrivera à relever ces défis d'ici les 50 années à venir. Je vous invite donc à travailler avec force, à innover, à être force de proposition et à nous unir. Je reste persuadé que cette vision de la jeunesse du continent l'amènera à entreprendre et à répondre aux défis de la Covid-19. Parlant particulièrement de l'entrepreneuriat, je voudrais rappeler que les plus hautes autorités de notre pays, avec à l'alerte de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, s'est engagé à faire de la jeunesse le pilier de la croissance économique, conformément à son programme de Renaissance Acte 3, pour lequel des politiques, programmes et orientations stratégiques ont été adoptés par le gouvernement sous la conduite éclairée de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef de gouvernement. Le Premier ministre du Niger a réaffirmé à ces jeunes venus de tous les coins du continent l'attachement des gouvernements
des pays africains à toutes les questions qui concernent la jeunesse, tout en les rappelant du rôle qu'ils doivent jouer pour le développement du berceau de l'humanité. Votre génération de jeunes représente environ 77% de la population du continent. C'est le plus fort taux que l'Afrique ait jamais connu. Cela est une opportunité et aussi un défi, car nous devons tout faire pour tirer le meilleur parti de votre dynamisme et de votre savoir-faire. L'Afrique doit pouvoir s'appuyer sur vous à travers des programmes et autres initiatives identifiées comme essentielles pour accélérer la croissance économique et le développement du continent et réaliser ainsi sa vision 2063. Notre continent dispose d'un potentiel énorme en ressources qui ne demande qu'à être mis en valeur et transformé. Son potentiel en terre arabe est le plus élevé de tous les continents. Il en est de même pour son potentiel minier, à tel point que certains parlent de scandale géologique. Cependant, son potentiel le plus important, c'est sa jeunesse, c'est-à-dire vous. L'Afrique compte sur vous pour réussir le pari de son agenda 2063. Ces participants vont 2 jours durant échanger sur des thématiques importantes et variées afin de trouver des solutions aux problèmes qui minent la jeunesse. Rappelons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de ceux qui sont tombés à la suite des attaques terroristes. Oui, c'est mal, Moumouni. Je l'ai annoncé au début de ce journal. La première, donc, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Niger a reçu cet après-midi au stade général Sénou Kountiel à Djibouti une rencontre qui s'est soldée sur une victoire sans appel du Niger de 7 buts à 2. Une victoire du MENA qui vient ainsi réconforter les supporters qui étaient cet après-midi au stade général Sénou Kountiel. Je vous propose de suivre la réaction à chaud de l'entraîneur du Niger, Jean-Michel Kabali. L'homme, il ne change pas. C'est le même que celui que vous avez eu en face de vous contre l'Algérie. Les musiciens, on les paie à la fin du bal. Dans ma carrière, on m'a appris ça. Il ne fallait pas aller trop vite et que les bilans, on les tirait à la fin et qu'on tirait surtout les conclusions. Mais ma ligne de conduite, ma philosophie, mon travail, ça a toujours été le même. On a fini en beauté. Avant de tirer le bilan, je vais quand même savourer les 4 points pris en 2 matchs contre le Burkina Faso qui va défendre aujourd'hui sa place pour les qualifications. Nous avons fait un grand match parce que vous n'y étiez pas tous, donc je m'adresse à vous tous. Je vous avais dit que le contenu du match de l'Algérie ne reflétait pas le score. Et on l'a prouvé. Aujourd'hui, sur un match qui était pas très facile au départ, à la base, vous en avez bien rendu compte. Il faut surtout savoir que le Niger n'avait pas l'habitude de faire 2 prestations de haut niveau, de qualité, en 3 jours. Ben aujourd'hui, c'est arrivé. Mais c'est arrivé grâce à 14 mois de travail. On a su rectifier à la mi-temps ce qu'il fallait rectifier à la mi-temps. Et on s'est rapproché pratiquement de la performance de l'Algérie contre cette équipe, puisqu'elle avait gagné 8-1 ou 8-0, je ne sais plus. Donc il faut féliciter les joueurs, parce que c'est quand même eux les acteurs, surtout quand ils gagnent, et quand ils perdent, nous, on essaye d'encaisser. Voilà. Moi j'ai passé 14 mois ici, je peux vous dire qu'on est arrivé dans des conditions difficiles pour finir ce soir en feu d'artifice. On n'a rien prouvé pour autant, et rien n'est arrivé. Nous sommes toujours à la recherche d'une qualification pour la CAN. Et si on est toujours à la recherche d'une qualification pour la CAN, vous vous doutez très bien qu'une qualification pour la Coupe du Monde était encore beaucoup plus difficile. On a montré un beau visage. On a pris pratiquement 50% des points qui pouvaient exister, puisqu'on en a 7 ce soir.
et il y en a 16 ans, et il y en a 15 ans en jeu, il y en a 18 en jeu, pardon. On est pratiquement la moitié des points. Je pense que c'est un très beau parcours. Et il faut surtout féliciter le Niger pour une chose, que ce soit en compétition pour la CAN, ou que ce soit dans cette compétition reine qu'est la Coupe du Monde, le MENA, déontologiquement, a été d'une grande loyauté pour avoir bloqué Madagascar et pour avoir bloqué le Burkina Faso dans ces compétitions où nous étions déjà éliminés. Et ça, c'est quand même un honneur pour le Niger. Au lieu de montrer du doigt cette nation, aujourd'hui, on l'apprécie par son fair play et on l'apprécie parce qu'elle est en train de faire. J'ai apprécié votre contact. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je peux vous garantir que moi, ce soir, je vais l'apprécier. C'était à l'instant Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur national de l'équipe du Niger Meina, il y a quelques instants. Juste après le match au stade général Seynou Kounché entre le Niger et la Djibouti, le Niger qui a remporté la partie sur un score fleuve de 7 buts à 2. À l'intervalle de 3 jours, le Niger a joué 2 matchs le vendredi dernier, donc le vendredi 12 novembre dernier. Le MENA a décroché un nul face aux étalons du Burkina Faso, un but partout. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à la salle de réunion de l'hôtel Noum de Niamey de la deuxième session ordinaire, donc ordinaire du groupe multipartite de concertation au titre de l'année 2021. Il est attendu des participants à la sortie de ces assises l'approbation du rapport UTE 2019. On nous rapporte Nafissa Yahaya et Halil Bourema. Après sa réintégration à l'ITE, le Niger, selon la décision du conseil d'administration, est tenu de publier son premier rapport ITE au plus tard le 22 août 2021. C'est à l'examen de ce document que vont s'adonner les participants à cette deuxième session ordinaire du groupe multipartite de concertation au titre de l'année 2021. Pour élaborer ce rapport, le cabinet BDO LLP Londres a été recruté par un processus inclusif sur financement de l'Agence française de développement AFD. Au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président du comité de supervision du dispositif national ITIE Niger, je tiens à remercier l'AFD pour son appui à la mise en œuvre de l'ITIE. Le cabinet a élaboré le projet de rapport de cadrage 2019 qui a été examiné lors de la précédente session, durant laquelle vous avez convenu, entre autres, du seuil de matérialité et des flux à retenir dans le périmètre de conciliation. Diverses contraintes n'ont pas permis de respecter le délai fixé par le conseil d'administration de l'ITE pour l'élaboration du premier rapport ITE. C'est pourquoi le dispositif national de l'ITE a demandé et obtenu la prolongation de ce délai jusqu'au 30 novembre 2021. Le projet de rapport soumis à votre approbation fera l'objet, j'en suis persuadé, d'une analyse approfondie pour qu'au sortir de cette réunion, le Niger puisse disposer d'un document de qualité sur le secteur extractif, conforme aux exigences de la norme ITIE, afin de préparer au mieux l'exercice de validation qui interviendra en 2022. Tout en espérant que les participants examinent de façon objective le projet de rapport 2019, le président du groupe multipartite de concertation GMC a souhaité plein succès aux travaux de cette deuxième session. Et puis ce communiqué de presse de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, c'est un communiqué de presse relatif à la situation sociale du Niger. La Confédération démocratique des travailleurs a appris avec indignation l'embuscade barbare et meurtrière perpétrée par des groupes armés terroristes le mardi 2 novembre 2021 et où 69 habitants de la localité de Banubongo ont perdu la vie.
Par ailleurs, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, marque sa compassion aux familles endeuillées, à la communauté éducative et à l'ensemble de la population de Maradi, si durement éprouvée par l'incendie des classes à Payotte au jardin d'enfants public situé dans l'enceinte de l'AFN Maradi le lundi 8 novembre 2021. Face à ces drames, la CDTN présente au peuple nigérien ses condoléances les plus émues. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, apporte son soutien ferme et indéfectible aux forces de défense et de sécurité FDS dans leur noble mission de défense du territoire national et de protection des personnes et de leurs biens. Enfin, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, demande au président de la République de poursuivre les efforts en direction de notre système éducatif en mettant fin notamment à la construction des classes à Payotte. C'était là le communiqué de presse rendu public le 11 novembre 2021 par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN. 32 motards de la gendarmerie nationale ont subi un stage de renforcement de capacités professionnelles et techniques. Ce stage est le fruit de la coopération belge. Ces éléments de la gendarmerie nationale en fin de stage ont officiellement reçu leur attestation de fin de formation ce lundi 15 novembre 2021. C'était en présence du haut commandant de la gendarmerie territoriale, colonel Garba Issoufou. Précision avec Nafissa Zakou et Chebgissou. Un mois de stage de formation à l'endroit de 32 motards de la gendarmerie nationale. Fruit de la coopération entre la gendarmerie nigérienne et la police militaire belge, la présente formation en 2 phases vise le renforcement des capacités professionnelles et techniques des gendarmes. La première phase est la formation chef d'escorte, conduite par les instructeurs de la gendarmerie nationale sous la supervision de nos partenaires belges. A concerné 10 stagiaires donc, dont 9 ont acquis avec brio leur diplôme. La deuxième phase, conduite par les experts belges eux-mêmes, a concerné 18 stagiaires, candidats opérateurs pilotage auto, dont 15 ont reçu leur diplôme. C'est le lieu de saluer notre partenariat police militaire belge, gendarmerie nationale et la coopération bilatérale nigéro-belge, dont l'exécution de la mise en œuvre des programmes de formation a atteint son objectif réel, en parachevant les 2 sessions de formation édictées en 2021. Je rappelle que le programme de formation 2022 est déjà déterminé. Il a défini la tenue d'un recyclage, close range maîtrise de violence, formation agent escorte 4 roues et visite des instructeurs de la gendarmerie nationale en Belgique pour le stage de perfectionnement en plan d'études de programme et en agilité moto. Ainsi, le bilan de ce stage est remarquable, ce qui a amené le directeur du stage à s'adresser à l'ensemble des stagiaires pour exprimer ses sentiments. Ainsi, en un peu moins de 4 semaines, ce ne sont pas moins de 4 brevets d'instructeurs escorte 4 roues, 9 brevets de commandant d'escorte moto, 6 brevets d'opérateur escorte 4 roues et 9 brevets de commandant d'escorte 4 roues qui ont été obtenus par vos gendarmes. 2 mots pour résumer ce que nous ressentons. Félicitations et merci. Félicitations tout d'abord. Félicitations à vous tous pour votre présence, pour l'énergie dépensée sans compter durant cette dure période, pour les efforts fournis, pour votre haut degré d'engagement, pour votre professionnalisme, ainsi que pour les résultats obtenus. Vous pouvez être fiers, tout comme votre hiérarchie, ainsi que l'ensemble de la population du Niger. Merci ensuite. Merci pour votre accueil chaleureux, pour votre confiance. Après donc la remise des diplômes aux récipiendaires, le colonel commandant de la gendarmerie territoriale, représentant le haut commandant de la gendarmerie, s'est dit satisfait de la tenue de cette formation. Mon commandant, vous et votre équipe n'avez ménagé aucun effort, ni votre temps,
ni votre savoir, ni votre savoir-faire, ainsi que votre savoir-être pour faire de cette formation une réussite totale. C'est un grand pas que nous avons franchi dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle réorganisation de la gendarmerie nationale. Quant aux stagiaires, je vous présente toutes mes félicitations et encouragements, car vous avez fait preuve de discipline, d'assiduité et de dévouement tout au long de la formation. Au terme de cette cérémonie, des témoignages de satisfaction ont été décernés par la gendarmerie nationale au directeur de stage et son équipe, suivi des cadeaux décernés par les stagiaires pour le travail abattu. À leur tour, les formateurs ont aussi offert un cadeau à la gendarmerie nigérienne pour saluer leur collaboration. De la littérature dans cette édition, Nafissa Zakou, et c'est pour parler du récit de l'ancien ministre de la Communication, Salifou Labo Boucher, intitulé Le piège du destin, paru récemment. Cet ouvrage littéraire se veut un hommage rendu à sa conjointe, rappelé en juillet 2003, des suites d'un cancer. Dans l'extrait qui va suivre, le ministre Salifou Labo Boucher nous parle du récit et de son message. On l'écoute. Au lecteur, le message que j'ai tenté de transmettre, c'est d'abord de montrer que le destin de l'homme, personne ne peut l'éviter. Nous ne pouvons pas l'éviter. Quand il arrive, en dépit de tous les soins, en dépit de l'acharnement thérapeutique, en dépit du contexte que j'avais dit qui était favorable à la recherche d'une solution heureuse, nous n'avons pas pu éviter le pire. C'est pour dire que nul ne peut échapper à son destin. Et à travers ça aussi, il y avait le contexte, disons, européen, où ce n'est pas comme ici au Niger ou en Afrique, où dès qu'il y a quelque chose, tout dans le domaine de la santé, de la maladie, toute la famille se regroupe, tout le monde est là. Et d'ailleurs, ce n'est même pas l'époux qui va rester veiller à la personne, c'est d'autres, c'est la tante, c'est la cousine, c'est ainsi de suite, quoi. Mais là-bas, en Europe, vous savez, c'est un monde où il y a souvent, disons, l'individualisme. L'individualisme, c'est un endroit où chacun pour soi, disons Dieu pour tous, comme on a l'habitude de le dire. Mais malgré tout, on a essayé de mettre un peu un contexte familial où on a fait venir une personne du pays pour qu'elle y veille tous les soirs, tous les jours. Et ma présence avait pour objectif d'apporter un appui moral, un appui, disons, matériel, un appui, je peux dire même souvent, disons, psychologique, pédagogique, pour que la personne puisse, disons, supporter tout le mal qu'elle avait. Voilà à peu près ce que j'ai tenté de dire dans ce récit qui a été très difficile, qui n'a pas été facile, parce que ça a été très, très, très douloureux. Si on pouvait, disons, aider la personne en prenant une partie du mal, on l'aurait fait. Même pas moi, même d'autres l'auraient fait, mais malheureusement, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été facile, quoi. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de cet entretien de l'ancien ministre Salifou Labo Boucher.
Travaillant dans le domaine médical, Leila Halidou a choisi la peinture pour exprimer ses émotions. Un art qui lui a permis d'améliorer ses relations sociales, mais également d'affirmer son identité culturelle. Leila Halidou répondait à nos confrères du studio Kalangou. Anesthésiste de formation et mère de 3 enfants, Leila Halidou a choisi la peinture pour extérioriser son ressenti de l'environnement médical chargé d'émotions dans lequel elle travaille. Autodidacte en peinture, elle s'est formée en regardant des tutoriels sur Internet et en demandant conseil notamment dans la fabrication des cadres en planches de bois pour fixer ses toiles. Être anesthésiste, infirmier, médecin, c'est un travail difficile qui demande beaucoup d'énergie à consacrer aux patients, qui demande beaucoup d'efforts. Alors pour moi, mon art me permet en quelque sorte de décharger toute cette énergie qu'on accumule au cours de la journée, tous ces chaos qu'on entasse. Il y a des gens qui crient, qui sont malades, il faut être là, il faut écouter, c'est beaucoup d'énergie qu'on reçoit qui demande en quelque sorte, je pense que c'est important pour moi de m'exprimer ainsi par mon art. J'ai commencé il y a tout juste 1 an à vraiment agir, si je peux dire, passer à l'acte. Parce qu'on a des envies, on a beaucoup de rêves qu'on a peur souvent de commencer. Honnêtement, ce n'est pas une chose facile de concilier le travail et ma passion. Mais quand on aime vraiment et quand on croit en ce qu'on fait, on trouve toujours le temps. Alors moi, mon style, c'est vraiment c'est des motifs exagérés de différentes formes, mais qui s'inspirent de la culture touareg. J'adore tout ce que j'ai construit aujourd'hui parce que c'était pas comme ça au début, c'est-à-dire c'était dans un autre état. Et petit à petit, si je n'avais pas travaillé, tout ceci n'allait pas exister. Je pense que j'ai réussi, avec le soutien de mon époux, de mes parents, à construire tout ça. L'exercice de la peinture lui a permis d'améliorer certaines facettes de sa personnalité, de donner une identité à ses œuvres, mais aussi de découvrir certains préjugés difficiles à accepter. À Niamey, lundi, mardi, jusqu'au vendredi, il y a un baptême. Les week-ends, il y a un mariage. Et le social nous demande d'être là tout le temps. Et souvent, je me suis rendu compte qu'on a tendance à s'oublier en essayant vraiment de rentrer dans le social. C'est bien. Mais moi, je pense que je suis arrivée à créer le juste équilibre entre ce social et moi. Il y a des personnes qui disent qu'ils veulent les commandes spéciales. Ils veulent quelque chose qui ressemble à tel. Et quand j'avais essayé, j'ai commencé vraiment à perdre le goût de ce que je fais. Et si une personne s'intéresse à ce que je fais, elle peut l'acheter. Et bien sûr, en art, d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Une première perception que j'avais eue, c'était un monsieur qui passait comme ça, et puis il m'a vu étaler ma toile, étaler comme ça. Il me dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, madame, c'est du cuir. J'ai dit, non, c'est une toile. Et puis il dit, au Niger? Non. C'est une façon ironique de dire que c'est sans avenir. C'est dommage de penser comme ça. Si vous avez envie de faire une activité et que c'est possible, d'ailleurs c'est possible, d'autres pensent que c'est pas possible. Essayez et croyez en vous. Voilà, c'était à l'instant donc la jeune artiste que vous venez de découvrir. Nous en venons à présent à l'entretien à l'interview que nous a accordé l'ancien ministre Salif Lopo Boucher sur le livre qu'il a écrit, notamment qui parle donc intitulé Le piège du destin. Je propose donc de découvrir ensemble avec l'auteur de cet ouvrage. Très bonne réception. Merci à Labari de me donner l'occasion de parler de ce récit-là, intitulé Piège du destin. Le titre est, disons, devenu ainsi parce que, vous savez, en tant qu'humains, nous sommes tous, disons, orientés par le destin. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous faisons, nous pouvons le mettre dans le cadre du destin de la vie, du destin de l'humain et du destin de l'humanité.
C'est pourquoi, en raison d'une maladie qui ne reculait pas, qui ne faisait qu'avancer, malgré le contexte favorable à des plateaux techniques sanitaires modernes en Europe, nous n'avons pas eu, disons, gain sur la maladie. Nous n'avons pas gagné la maladie. Malgré tous les médecins, tous les spécialistes, la maladie est venue s'imposer. Et vous savez, le fatalisme, c'est ça qui nous attend tous. C'est arrivé. C'est pourquoi nous avons appelé ça piège du destin. Le destin lui-même, c'est un piège. Et en plus, quand il est dans un piège, ça devient un peu conflictuel et ça devient inévitable. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Voilà pourquoi j'ai pensé que ce titre allait convenir un peu au récit narratif que j'ai essayé de faire, que j'ai tenté de faire pour une personne qui était chère ou qui est chère. Voilà, en gros. De quoi parle concrètement celui-ci? Bon, le récit, au fait, il parle un peu de l'historique de la maladie. Je l'avais notifié dans le petit ouvrage. Disons, j'ai appelé à la maison, au téléphone, et puis elle m'a dit qu'elle a senti un petit truc. C'est ça qui était le départ, quoi. Et la maladie, au début, les médecins même hésitaient à nous dire de quoi il s'agissait. Parce qu'il y a quand même, disons, le secret médical d'abord. Et ensuite, il y avait aussi, pour ne pas mettre tout le monde dans la panique. Et ça s'est tué dans un premier temps. Et on nous parlait simplement de troubles sans grand danger. Il fallait faire encore des investigations. Donc avant la fin des investigations, nous ne pouvons pas prédire de quoi il s'agissait. Mais je crois qu'elle, en tant que professionnelle de la santé, elle a dû savoir, elle a dû déjà imaginer ce que ça pourrait être parce que elle nous a dit on va attendre d'abord. Voilà. Petit à petit, la maladie est arrivée, elle a évolué, est un peu guérie, elle est revenue à la charge, ainsi de suite. Et puis, disons, on n'a pas pu trouver la solution, quoi. Voilà, en quelque sorte, de quoi il s'agit. Alors, quel est le message que vous avez voulu transmettre au lecteur? Bon, au lecteur, le message que j'ai tenté de transmettre, c'est d'abord de montrer que, disons, le destin de l'homme, personne ne peut l'éviter. Nous ne pouvons pas l'éviter. Quand il arrive, en dépit de tous les soins, en dépit de l'acharnement thérapeutique, en dépit du contexte que j'avais dit qui était favorable à la recherche d'une solution heureuse, nous n'avons pas pu éviter le pire. C'est pour dire que nul ne peut échapper à son destin. Et à travers ça aussi, il y avait le contexte, disons, européen, où ce n'est pas comme ici au Niger ou en Afrique, où dès qu'il y a quelque chose, tout dans le domaine de la santé, de la maladie, toute la famille se regroupe, tout le monde est là. Et d'ailleurs, ce n'est même pas l'époux qui va rester veiller à la personne, c'est d'autres, c'est la tante, c'est la cousine, c'est ainsi de suite, quoi.
Mais là-bas, en Europe, vous savez, c'est un monde où il y a souvent, disons, l'individualisme. L'individualisme, c'est un endroit où chacun pour soi, disons Dieu pour tous, comme on a l'habitude de le dire. Mais malgré tout, on a essayé de mettre un peu un contexte familial où on a fait venir une personne du pays pour qu'elle y veille tous les soirs, tous les jours. Et ma présence avait pour objectif d'apporter un appui moral, un appui, disons, matériel, un appui, je peux dire même souvent, disons, psychologique, pédagogique, pour que la personne puisse, disons, supporter tout le mal qu'elle avait. Voilà à peu près ce que j'ai tenté de dire dans ce récit qui a été très difficile, qui n'a pas été facile, parce que ça a été très, très, très douloureux. Si on pouvait, disons, aider la personne en prenant une partie du mal, on l'aurait fait. Même pas moi, même d'autres l'auraient fait, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été facile, quoi. Voilà, en quelque sorte. Alors, nous savons que vous avez nous fait décrire sur sa maladie. C'est l'une de ses dernières volontés de son vivant. Pourquoi avoir vécu presque 2 décennies avant de mourir? Oui, au fait, je vais vous faire une confidence. C'est même elle qui a commencé à écrire quelques mots quand elle était, disons, malade. Elle a commencé à gribouiller. Puis j'ai vu, elle m'a dit, hey, voilà, tu vas essayer de finir, de terminer, quoi. Bon, déjà, elle nous a un peu, disons, en quelque sorte, mis devant le fait accompli, parce qu'on était un peu découragé, comme elle est de la santé. Donc, elle sait ce que la situation dans laquelle elle se trouvait. On a attendu 2 décennies. Ça n'a pas été facile, hein, parce que c'est depuis là-bas, hein, que j'ai commencé à porter ça sur le papier, sur la machine. Mais à chaque fois que j'écris une phrase, 2 phrases, une page, il y a, disons, la tristesse qui arrive et on arrête. J'arrête et je fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et souvent 1 an, sans rien écrire. Comme si c'est un ouvrage que j'allais, disons, abandonner. Et je n'arrive pas à abandonner et je reviens encore. Je reprends, je continue. Malgré toute la peine, quoi, malgré toute la douleur, parce que je pense à certaines images, à certaines actions qu'on a faites ensemble. C'est ça qui a fait que ça a traîné, ça a duré. Et même là, je vous avoue que pour moi, ce n'est pas un ouvrage terminé. Bon, on l'a fait, on l'a sorti pour mettre à la disposition des amis, des parents, ainsi de suite, quoi. Voilà. Pour moi, ce n'est pas achevé. J'ai demandé à ceux qui le souhaitent de poursuivre ces enfants, ils ont certains parents, ainsi de suite. Mais j'ai essayé de faire de A à Z ce que j'ai vu, la situation que j'ai vécue et tout ce que j'ai constaté pour une maladie qui ne recule pas. Voilà. Vous entendez donc les lecteurs nigériens peuvent s'attendre à un tome 2, tome 3? Je ne pourrais pas prendre cet engagement-là maintenant, mais c'est possible. Mais devant cette difficulté, je vous avoue que ça va être un peu... C'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Là aussi, pour faire ce premier
récit. J'avais souhaité, j'avais sollicité auprès du bon Dieu de me donner la possibilité, la capacité physique, et morale et même intellectuelle de pouvoir le sortir, quoi. Et voilà que c'est sorti. Je peux dire que Dieu merci, c'est un travail, disons, accompli avec tout ce qu'il a comme imperfection, parce que je ne dirais pas que c'est un ouvrage parfait, parce que en tant qu'humain, c'est très difficile d'atteindre la perfection. Seul Dieu est parfait. Voilà, en quelque sorte. Le sentiment d'avoir accompli la dernière volonté de votre... Oui, c'est effectivement ça. J'ai le sentiment d'avoir accompli ce devoir. C'est vraiment mon sentiment d'avoir fait ce qu'elle avait souhaité, sa dernière volonté. Elle avait souhaité qu'on dise quelque chose. Et même étant sur le lit de l'hôpital avant son décès, elle a eu à, disons entre guillemets, à donner quelques cours à des étudiants qui sont venus la trouver exprès. Hein. Et puis elle a accepté avec joie de parler de sa maladie. Vous savez, en Europe, les gens sont un peu curieux, ils sont curieux de savoir, donc elle n'a pas failli. Elle avait donné quelques informations sur la santé, sur la maladie, et qu'elle connaît bien, hein, qu'elle connaît. Donc, on va peut-être souhaiter que Dieu l'accepte au paradis, et on va continuer à prier. Maladie, il faut savoir de quelle maladie c'est. Bon, au tout début, c'était un nodule au sein et qui a fini par être un cancer du sein. Il faut l'avouer. Vous savez, le cancer, peut-être que maintenant il y a la solution, il y a les remèdes. Il y en a qui s'en sortent. Hein. Moi, je sais qu'il y en a qui s'en sortent. J'ai connu des personnes qui, avant elles l'avaient, elles-mêmes, elles savaient qu'ils avaient. Mais ces personnes-là, Dieu merci, elles sont encore vivantes. C'est ça le destin. Chacun a son organisme qui peut s'adapter ou ne pas s'adapter à la situation de la maladie du cancer. Et lorsque c'est arrivé, on a fait même l'ablation. Après, il y a eu des traitements de haute qualité. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de traitements. Il y a eu des traitements de haute qualité qu'elle connaît aussi, avec des médecins spécialistes de la question. Mais, comme je vous ai dit, c'est un piège, hein. C'est le destin. Elle a été piégée par cette maladie. Et puis, c'est devenu ce que vous savez. De toutes les façons, maladie ou pas maladie, ce que j'ai dit, nous allons tous partir. Que ce soit moi qui ai eu l'occasion d'écrire, celui qui a eu l'occasion de lire peut-être l'ouvrage, le récit, ainsi de suite. La période est déjà connue de Dieu, mais pas de nous. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce n'est pas une sorte de résignation, hein, mais c'est une sorte de fatalité qui est là, que nous vivons tous les jours, et des situations que nous allons attendre un moment ou un autre. Je préfère à tout le monde que ce soit le plus tard possible.